Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette table ronde sur le thème Deep Tech industriel. Préparez-vous à lancer votre première usine. Alors je suis Jean-Philippe Thierry, directeur innovation et industrie du futur de France Industrie et je suis aussi coordonnateur général d'une organisation qui s'appelle Start Industrie et qui représente les startups industrielles françaises. On estime qu'il y a environ 1900 startups à vocation industrielle en France, deep tech et non deep tech, ce qui représente un beau potentiel de futures premières usines. Et on parle aujourd'hui d'une typologie d'entreprise qui suscite un certain engouement. On en parle pas mal depuis 2-3 ans. À juste titre d'ailleurs, puisque ce sont des jeunes entreprises qui sont actrices de la réindustrialisation, des jeunes entreprises qui sont aussi porteuses d'innovation, fortement porteuses d'innovation dans une multitude de secteurs, dans les batteries, la chimie, l'agroalimentaire, la santé, la mobilité, etc. Ce sont aussi des entreprises qui sont nativement vertes et digitales et qui sont aussi pourvoyeuses de technologies de décarbonation. On parlera de tout ça dans quelques instants. Mais ce sont aussi des entreprises qui, plus qu'un engouement, ce sont des entreprises qui apportent une contribution réelle. Pour l'illustrer, en 2022, on a estimé qu'on a comptabilisé 35 nouveaux sites industriels qui ont été inaugurés. Et ça représente la moitié du solde net positif des créations d'usines. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques temps, on fermait plus d'usines qu'on en ouvrait. Donc c'est bien la preuve d'un réel dynamisme qui est particulièrement encouragé, il faut le dire, par une politique volontariste de l'État. On a eu le plan Deep Tech, on a eu France 2030, mais les initiatives sont assez nombreuses et ça, on peut remercier l'État pour cela. Mais ces entreprises, on rencontre des freins. Des freins qui sont spécifiques au fait qu'elles sont des startups et des industriels. C'est le cas du financement, du foncier, de l'accès aux compétences, des barrières réglementaires, etc. On va parler de tout ça ce matin et répondre à une grande question. Une première usine, comment ça marche? Qui pour vous aider? Quels sont les écueils? Et pour ça, on accueille ce matin Florence Robin, qui est la présidente de l'Imatech. On a également Marine Cheikh-Gaspa, qui est la Chief of Staff du PDG de Candela. Nous avons aussi Philippe Hérault, directeur marketing et vente de Start2Prod de Michelin. Et Roberto Vieira, DG délégué de Segula Technologies. Je passe la parole pour commencer à Florence et Marine. Florence, tu présides l'Imatech, une entreprise que tu as fondée en 2016 et qui fabrique des batteries lithium-ion pour l'aéronautique. Et Marine, je l'ai dit à l'instant, tu es la bras droit du CEO de Candela, une start-up spécialisée dans la photonique quantique qui a été créée en 2017 et qui développe un ordinateur quantique optique. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter votre entreprise, votre innovation? Oui, bonjour à tous. Donc, l'Imatech, on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. Sachant que nous, on souhaite vraiment accompagner les 3 étapes dans l'aviation. Donc, la première étape, c'est de décarboner déjà l'aviation actuelle en remplaçant les anciennes technologies qui sont lourdes et toxiques par des batteries au lithium. Donc, ça, c'est vraiment pour le démarrage des moteurs thermiques. La deuxième étape, c'est d'aller vers de l'hybridation. Donc là, il y a plein d'architectures possibles. Et nous, ce qu'on veut, c'est être prêt ce jour-là. Et puis la troisième étape, ce serait le zéro émission. Mais bon, ça, on est plutôt en vise du 2050, donc on a un peu plus de temps devant nous. Voilà. Donc ça, c'est la roadmap. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'année charnière pour l'Imatech parce qu'on a fini notre première batterie, le développement, et on va commencer la commercialisation. Cette batterie, donc, ce qu'elle apporte, c'est donc elle est 3 fois plus légère, elle a besoin de 2 fois moins de maintenance. Elle a une durée de vie de 2,5, donc plus importante que les autres, donc de 10 ans aujourd'hui. Et on augmente de 150% la densité de puissance des batteries lithium. Donc, par exemple, on a fait un test en début d'année et on a réussi à faire 13 démarrages consécutifs d'une turbine sans avoir à recharger la batterie entre 2 démarrages, là où une autre batterie au lithium va en faire que 5 et là où les anciennes techno n'en font que 3. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'innovation la plus importante. Alors, il y en a d'autres, mais on va dire que c'est celle-là vraiment la plus impressionnante.
Et donc, ça nous ouvre en fait tout un marché parce que aujourd'hui, on se concentre sur l'aéronautique, donc c'est notre premier marché. Mais demain, on pourrait augmenter donc cette densité de puissance de toutes les batteries du monde en apportant juste cette brique technologique sur le marché. Donc, par exemple, on peut le faire sous format licence, on peut le faire sous format d'une puce qu'on vendrait ou un BMS qu'on vendrait. Donc, BMS, c'est la partie électronique de la batterie. Aujourd'hui, donc pour finir, on est une trentaine de personnes. On a 3 sites. Un site donc le siège à Toulouse, la première usine à Grenoble et une cellule financière à Paris. Et on a ces 3 sites. On est une trentaine. On va embaucher environ 60 personnes là, d'ici 2 ans. Et on a 1200 mètres carrés de production en cours de construction, sachant qu'on a déjà 300 mètres carrés qui sont directement aujourd'hui, qui fonctionnent, et avec une certification aussi de notre première ligne de production aéronautique qui a une capacité de 500 batteries annuelles maintenant. Voilà, merci. Et j'ajoute que vous êtes lauréat de l'appel à projet Première usine de France 2030. Ah oui, c'est vrai. Alors effectivement, cette partie financière, comment on finance une usine, sachant qu'on a injecté 10 millions d'euros dans cette usine, eh bien, on a été lauréat du plan France 2030. Donc donc c'est l'État, merci beaucoup d'ailleurs, avec BPI bien sûr, et ils apportent 30% du budget sur ce projet. À côté de ça, on a aussi été lauréat Europe en 2020. Donc là, on est arrivé sur le podium au niveau du nombre de participants, parce qu'il y avait 2071 startups qui ont participé à ce projet. Et donc c'est assez rare de l'emporter, ce projet, mais on était très contents de l'avoir et ça nous a apporté une très belle subvention et aussi une entrée au capital directement de l'Europe pour nous aider à financer ce beau projet. Voilà. Merci. Marine, alors déjà, c'est quoi un Chief of Staff ? D'accord, donc je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Chief of Staff chez Candela. Alors, Chief of Staff, je ne vais pas faire le plus gros de mon intervention là-dessus. Ça a pour vocation à accompagner les dirigeants. Donc, ça peut être le COMEX, le CEO, le CTO, peu importe. Nous, c'est plutôt l'ensemble du COMEX, on va dire, sur des questions liées à la stratégie, au développement de la société, mais chez certaines boîtes, ça prend aussi en considération les parties affaires publiques et communication. En l'occurrence, c'est mon cas. Après, je pense surtout que chaque société et chaque dirigeant et chaque chief of staff doivent définir ensemble la vision qu'ils ont du chief of staff. Voilà, on parle souvent aussi de couteau suisse. C'est assez bien adapté puisque c'est aussi important de pouvoir aider sur les sujets du moment. C'est d'ailleurs aussi pour ça finalement que je me suis retrouvée à être très impliquée sur la construction de l'usine. Donc finalement la question fait sens, j'arrive à retomber sur mes pattes à peu près. Je vais présenter quand même Candela en quelques mots. Donc nous on est une start-up qui développons des ordinateurs quantiques photoniques. Alors photonique, ça veut dire que c'est les photons qui sont au cœur de notre technologie, puisqu'il y a plusieurs technologies qui peuvent permettre de développer des ordinateurs quantiques. Donc aujourd'hui, on a plusieurs ordinateurs quantiques disponibles qui existent. Ils sont accessibles soit via le cloud, mais également en propre. Et d'ailleurs, on a eu la première commande de la part d'un industriel français qui est OVH Cloud en début d'année 2023. La livraison approche à grands pas. Donc ce sera d'ailleurs le premier ordinateur qui sortira de notre usine, qui sera pour OVH Cloud. C'était une étape très importante puisque, quand même pour information, c'est la première fois qu'un quantum provider européen fournit un industriel. Donc c'est quand même, c'est vraiment une étape très importante. Également, l'histoire de Candela est intéressante parce qu'elle a été, la société a été fondée en 2017 par 3 chercheurs. Donc à la base de la techno de Candela se trouvent les sources de photons uniques qui sont issues de plus de 20 ans de recherche au sein du CNRS dans le labo du C2N, donc qui est dirigé par, au sein duquel Pascal Sénélard, qui est également cofondatrice de Candela et directrice. Donc c'est comme ça que les 3 cofondateurs se sont rencontrés. Et vraiment, Candela, elle illustre cette capacité qu'on a en France, alors grâce
aussi plein de mécanismes, je pense qu'on en reparlera, mais qui ont été mis en place, que ce soit par BPI, par le SGPI, avec, notamment dans le cadre de France 2030 maintenant. Mais cette capacité à vraiment faire émerger des startups, donc vraiment de passer du labo aux startups et maintenant à l'usine. Donc c'est, je pense, très caractéristique de ce qu'on est capable de faire en France. Et moi, j'ai rejoint Candela en début 2022. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Quand je suis arrivée, on était à peine 30. Aujourd'hui, on est 80. On est présent, donc notre siège social est à Massy. C'est également là que se trouve notre usine d'assemblage d'ordinateurs quantiques. Mais il faut aussi savoir qu'on a décidé, nous, de séparer R&D et production justement pour y voir plus clair, pour être plus lisible dans cette croissance. Et donc, on a la partie production des sources de photons uniques qui se trouvent sur le plateau de Saclay. Donc pareil, on en reparlera j'imagine, mais ça faisait sens pour nous de continuer cette croissance à Massy pour la partie production des ordinateurs quantiques en eux-mêmes, parce qu'il y a une logique forcément d'écosystème, d'approvisionnement. Et voilà. Et on a également une filiale à Munich. Alors justement, vous l'avez toutes les deux dit, vos innovations sont le fruit de plusieurs années de R&D. Et vous avez fait un choix qui est celui de devenir des entreprises industrielles plutôt que de sous-traiter la fabrication. Et à quel moment dans la vie de votre entreprise vous vous êtes posé justement cette question d'industrialiser l'innovation et quels ont été les prérequis avant d'engager véritablement cette phase d'industrialisation? Donc, au départ, moi j'ai toujours voulu en fait monter une entreprise industrielle parce que c'est aussi mes études. Donc, j'ai fait génie industriel en études avec option maîtrise de la production. Donc je ne me voyais pas monter en fait une entreprise sans une ligne de production. Donc déjà c'était un prérequis de départ pour moi. Après, voilà, ça a été le parcours du combattant, c'est clair, parce que déjà rien que le fait d'être une start-up industrielle, c'est assez nouveau finalement ce terme. On est content qu'il existe d'ailleurs ce terme parce qu'avant ça, du coup, on n'avait pas de case et du coup, on savait, quand on parlait aux gens, ils ne savaient pas vraiment où nous situer dans l'écosystème start-up. Mais à partir du moment où ça s'est mis à exister, ce terme, ça nous a aidés en termes de financement, en termes de subventions, en termes même de communication. On savait qui on était, où on était, etc. Donc ça a pu nous ouvrir des portes. Ensuite, on a, je pense que vous aussi, vous connaissez les échelles TRL, donc Technology Readiness Review. Donc ça, c'est une échelle au niveau plutôt, qui provient du spatial à la base, mais qui a été adoptée un petit peu par toute l'industrie et qui donne un niveau de maturité finalement technologique. Et il existe maintenant aussi l'échelle MRL, donc Manufacturing Readiness Level, pardon. Et c'est du coup une échelle de maturité au niveau de l'industrie. Et donc c'est vrai qu'on s'est basé vraiment sur ce qui était noté pour pouvoir commencer à créer cette industrie en partant de zéro finalement. Et du coup c'est vraiment bien décrit dans cette échelle et il a fallu juste suivre finalement chaque étape. Et aujourd'hui on est au niveau MRL 8 sur 10. Voilà, pour vous donner... là où on en est. Ensuite, je dirais que être bien entouré, un des prérequis aussi pour réussir. BPI a fait un énorme travail à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont des accélérateurs faits exprès pour ça, des conseils qu'on a pu rencontrer, qui nous ont aidés dans la construction du coup de cette première usine, étape par étape. Nous donner aussi les contacts d'entreprises pour nous aider aussi à monter cette usine. Donc, on a pu vraiment entrer dans l'écosystème et avoir toutes les données qu'il nous fallait. Et puis, il y a quand même un point qui est assez compliqué en France, c'est l'implantation. Donc, l'implantation, c'est trouver le terrain, déjà, pour commencer, le bâtiment. Et puis, je peux vous donner une anecdote. On avait le bâtiment, on avait commencé à injecter beaucoup d'argent pour les travaux, etc. Et puis, un samedi matin, je reçois un courrier recommandé en main propre, en plus, qui me disent que finalement, je n'ai pas le droit d'exercer une activité industrielle dans ces locaux.
Alors voilà, donc ça c'était un samedi. Alors ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens travaillaient quand même le samedi. J'ai pu joindre BPI justement ce jour-là. J'ai pu joindre la région aussi. J'ai pu joindre énormément de monde pour qu'ils m'aident à gérer ce problème. Tout ça parce que dans le alors je ne sais plus comment ça s'appelle là, le truc de l'urbanisme là. PLU, voilà, c'est ça. Dans le PLU, c'était noté que cette zone ne devait pas accueillir d'entreprises industrielles. Donc, pendant un certain temps, il a fallu que j'aille à la Chambre des métiers pour changer notre nom en artisan, pour pouvoir après voir avec le maire comment on pouvait changer ça. Donc, ils l'ont changé et revenir en statut industrie juste après. Voilà, donc voilà, il a fallu jongler avec plein de réglementations, mais on a fini par y arriver. Marine, pour Candela, est-ce que c'était naturel dès le début de vous projeter comme industriel ou vous êtes posé la question de sous-traiter la production et à quel moment tout ça s'est joué? Alors, naturel dès le début, si dès le début on repart en 2017, non, c'était pas, de toute façon, c'était pas l'idée initiale et c'est venu par la suite. Après, naturel dans le sens où, je te rejoins sur ce que tu disais aussi quand tu passes les différents niveaux de TRL et puis quand tu vois l'entreprise mûrir, là où se pose la question, c'est que nous, on s'est retrouvés dans une situation, donc on avait développer nos premiers ordinateurs quantiques, mais on voyait aussi que la demande allait aller en croissant et il fallait aussi pouvoir faire face dans le court moyen et encore plus long terme à une demande qui serait de plus en plus importante. Aussi, je précise quand même que dans le cadre de l'informatique quantique, quand on développe des ordinateurs quantiques et qu'on construit cette première usine, c'est pas une usine qui a vocation à reproduire en chaîne le même type d'ordinateur, parce que aussi au stade où on en est dans l'informatique quantique, l'objectif c'est d'augmenter la puissance. Donc il y avait à la fois la nécessité de pouvoir continuer à travailler là-dessus, sur l'augmentation de la puissance, mais aussi de pouvoir délivrer réellement des machines pour commencer à fournir les premiers clients et également pour pouvoir continuer à mettre des machines toujours plus performantes dans le cloud. Parce que dans ce qui concerne le quantique, il y a deux, on va dire, voies principales d'utilisation. Soit vous vous retrouvez face à un acteur, c'est le choix qu'a fait OVH Cloud d'acheter une machine en propre, mais pour... Désolée, non? Si? Okay. Mais pour certains acteurs industriels, l'idée ce serait plutôt d'acheter du temps de calcul, de la puissance de calcul en ligne. Donc on a à la fois besoin de pouvoir produire pour la mise à disposition dans le cloud et également pour pouvoir livrer en propre sur certains sites. Donc une fois qu'on a fait ce constat, il n'était pas du tout envisageable pour nous de sous-traiter à quelqu'un parce que ça reste déjà des techno hyper sensibles où il y a une vraie question de souveraineté. Aussi parce que le cœur de la techno, c'est nous qui le maîtrisons, qui le construisons. Donc ça faisait sens de continuer à assembler nous-mêmes ces machines. Et également parce que ça nous permet à la fois d'augmenter la quantité, mais aussi d'assurer un suivi qualité toujours plus performant. Donc c'était assez évident pour nous sur tout ce qui peut aider, accompagner. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais on a quand même beaucoup de chance en France avec tout ce qui est mis en œuvre pour accompagner les startups comme nous qui souhaitent passer à cette phase industrielle. Nous, on a été évidemment très soutenus par BPI et par le SGPI, qui étaient d'ailleurs tous deux présents, de même que le ministre Jean-Noël Barrot lors de l'inauguration de notre usine en juin dernier. En plus, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on s'était mis un défi supplémentaire. On savait quand l'usine allait à peu près être terminée, mais on avait déjà fixé la date de l'inauguration. Donc de toute façon, il fallait qu'elle soit terminée à temps. Donc ça aide aussi à accélérer. Mais c'est vrai que c'est des aides qui sont précieuses. On a également été lauréat de l'appel à projet Première Usine. Et ça aide beaucoup. Bien sûr, il y a l'aspect soutien financier, mais il y a aussi le soutien des équipes, de pouvoir échanger, discuter, confronter les idées. Et nous, on a également trouvé dans les prérequis que ce qui était très important, c'était de pouvoir également aller visiter des usines qui existent déjà,
que ce soit les usines peut-être de vos fournisseurs, de vos partenaires, en tout cas voir ce qui a déjà été fait pour s'inspirer des bonnes pratiques. Aussi parfois ça peut être des conseils sur les erreurs auxquelles ils ont dû faire face pour éviter de les reproduire. Et donc en tout cas toujours pouvoir avoir ce partage d'expérience avec des personnes qui sont déjà passées par là, je pense que c'est vraiment une énorme plus-value. Alors je vous propose qu'on change de point de vue maintenant avec Philippe et Roberto. Philippe, tu représentes l'entreprise Michelin et plus spécifiquement l'entité Start2Prod, une offre qui est dédiée aux startups industrielles. Et Roberto, tu es directeur général délégué de Segula Technologies, un des plus grands groupes d'ingénierie français, présent dans plus de 30 pays et qui compte 12 000 collaborateurs. Et vous avez aussi une activité vis-à-vis des startups. Donc vous représentez tous les deux organisations qui accompagnent ces jeunes entreprises, soit à se poser les bonnes questions en amont de la phase d'industrialisation, soit dans la réalisation elle-même de l'industrialisation, des pré-séries aux premières usines. Au vu des entreprises que vous avez accompagnées jusqu'à maintenant, quels sont selon vous les principaux facteurs d'échec et de succès que vous avez identifiés ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je me présente Philippe Hérault, en charge du développement de cette activité de Start2Prod, powered by Michelin. Cette activité, donc Start2Prod, déjà, c'est une marque commerciale. C'est une marque commerciale qui est logée dans une filiale du groupe Michelin, 100% du groupe, qui a pour vocation d'industrialiser l'ensemble des machines du groupe. Quand le groupe Michelin décide de fabriquer une machine, les bureaux d'études répondent aux fonctionnalités souhaitées et ensuite transmettent ces dossiers techniques chez Imeca, qui est sa filiale, et qui, elle, a pour vocation d'industrialiser ces machines, c'est-à-dire de les reproduire au meilleur coût de revient industriel. Donc, fort de cette compétence-là, on a développé une entité qui est cette marque commerciale Start2Prod et qui met à disposition ses compétences d'industrialisation auprès d'entreprises externes du groupe. Alors, pourquoi on met cette méthodologie-là? Parce que ces phases d'industrialisation sont des phases, quand on les repositionne dans le développement d'un projet, sont des phases qui se situent après la réalisation d'une proof of concept et qui va accompagner l'entreprise jusqu'à la réalisation des premières séries. Donc c'est une phase, vous en avez probablement entendu parler, c'est une phase qu'on appelle la phase de la vallée de la mort, c'est une phase qui est très critique. Pourquoi elle est critique ? Simplement parce que souvent, c'est le moment où vous allez avoir à délivrer les premiers équipements à vos clients sur la base d'une maturité qui n'est pas complètement mûre. Et donc l'idée, il y a toute une méthodologie qui va vous permettre de franchir chacun des paliers. On parlait de TRL. Eh bien, comment on fait pour passer d'un TRL 4 à un TRL 5, d'un TRL 5 à un TRL 6 ? Et là, il y a de la méthodo. Et pour répondre à la question de Jean-Philippe sur les causes d'échec, il y a 3 causes d'échec qui sont identifiées. C'est la méthode, le financement et le foncier. Voilà. Donc ça, ce sont les principales causes d'échec. Et après, on peut travailler sur le sujet. Donc je vais compléter ce qu'a apporté Philippe. Donc Segula à la base, donc on accompagne les grands comptes industriels dans le monde entier. En France, on a à peu près 5500 ingénieurs et techniciens. Et fin 2019, on a décidé de créer une entité dédiée en tant qu'accélérateur des startups industrielles. Parce qu'on s'est rendu compte que, de par notre expérience, avec nos 5500 collaborateurs en France, on s'est dit qu'on avait vraiment une carte à jouer pour aider ces startups à leur apporter du conseil, diagnostiquer, ou voire même leur apporter des forces en études et rendre plus mature leurs produits et le préparer au monde industriel. Et puis sur les actions des premières startups, en fait, et là je rejoins Philippe, on s'est rendu compte que souvent on constate des difficultés pour préparer le foncier, d'apport des financements, parce que voilà, construire une usine, ça appelle encore des financements autres.
Et donc, dans ces phases intermédiaires, on s'est même rendu compte qu'on pouvait apporter Ségula de par nos forces, bien sûr, en bureau d'études, moyens de calcul, mais aussi de moyens de test, de bancs d'essai et quelques sites de production que l'on a en propre ou d'ateliers prototypes. Dans cette phase intermédiaire, on peut accompagner en fait des startups pour réaliser des pré-séries et les laisser maturer et préparer leur dossier de foncier et d'investissement sur les usines. Donc ça aussi, il y a des solutions en France. C'est vraiment un pays pourvu d'une vraie force, je le dis, industrielle, hein, en tant qu'intelligence, mais aussi capacité pour aider, pour créer un écosystème partagé. On en discutait tout à l'heure avec Philippe, on a déjà identifié ensemble des complémentarités pour accompagner encore d'autres startups. Voilà, donc le sujet, c'est, moi je pense, facteur de succès, c'est réseauter, s'appuyer sur des partenaires industriels, sur aussi des sociétés d'ingénierie comme Ségula, qui peuvent apporter en fait une efficacité dans la mise en route du projet et de sa première usine. Alors, une question, concrètement, comment ça marche? Parce que, imaginons par exemple que moi j'ai un projet, je sais pas, de vélo ultra innovant. Comment ça marche? En fait, je viens vous voir, je vous dis voilà, j'ai cette idée-là, j'ai travaillé un peu dessus, maintenant je voudrais le réaliser concrètement. Comment ça marche? Alors, je rebondis juste sur le sujet avant. C'est vraiment cette phase d'industrialisation, c'est une phase où vous avez besoin de vous rassurer sur la faisabilité de votre projet, de rassurer vos clients. Ouais, vous mettez, comme je vous le disais, un produit chez eux qui n'est pas complètement mûr. Vous avez besoin de rassurer vos actionnaires et vos financeurs. Donc c'est là où c'est important effectivement d'être accompagné par des industriels et des gens qui ont une vision globale de la gestion de projet. Ça, c'est vraiment très important. Alors, comment on procède? Eh bien, généralement, dans notre cas, les startups industrielles nous contactent, viennent nous présenter leur projet et viennent définir avec nous le périmètre et la profondeur de l'accompagnement qu'ils souhaitent avoir de notre part. On va regarder au niveau de notre entité, donc Start2Prod, si on a les compétences pour accompagner et répondre à vos questions. Si on n'a pas ces compétences-là au niveau de l'entité Start2Prod, on va regarder chez Imeca. Si Imeca, c'est une centaine de personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va regarder si on a ces compétences-là d'industrialisation. Et si toutefois, nous n'avons pas les compétences dans ces deux entités pour vous accompagner, on va regarder si on a de la compétence au niveau du groupe disponible pour répondre donc à vos questions. Donc c'est d'abord une prise de contact, une présentation de vos projets, et puis après, on va définir avec vous le périmètre et la profondeur de l'accompagnement que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez être accompagné sur une brique uniquement du développement? Est-ce que c'est de la phase d'ingénierie? Est-ce que c'est du sourcing? Est-ce que c'est une phase d'assemblage? Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse pour vous des protos, qu'on mette à disposition un atelier pour faire des protos ou des pré-séries? Ou est-ce que vous venez, est-ce que vous cherchez un chef de projet? C'est-à-dire que vous avez des gens qui seront peut-être plus orientés côté business, mais qui, d'un point de vue industriel, n'auront pas la connaissance des phases à franchir et des étapes à franchir pour faire maturer leur projet. À ce moment-là, vous pouvez venir chercher un chef de projet. Donc la question, c'est vraiment de définir avec vous, lors de cet échange, le périmètre et la profondeur de l'accompagnement que vous souhaitez avoir. Tu veux ajouter quelque chose, Roberto? Ouais, ce que je veux ajouter, c'est que dans la méthode, nous, ce qu'on remarque aussi, c'est voilà, souvent les startups ont bien pensé leur produit, mais ensuite le produit, il faut le rendre faisable industriellement. Donc il y a pas mal de méthodes de travail pour analyser et rendre ce produit, comment dire, industriellement, voilà, qui puisse être fabriqué et à un niveau qualité et de prix de revient qui est pertinent pour son business. Donc ça, c'est vraiment important de s'appuyer sur des sociétés qui ont cette expertise et cette expérience. Il faut aussi ne pas hésiter aussi, en fait, je le répète, à partager, à étudier ce que font aussi les autres ou des choses similaires à votre produit
pour vraiment vous inspirer et puis préparer en fait la mise en opération industrielle du produit. Est-ce qu'il y a des modèles à privilégier en fonction de la maturité du projet? Je pense par exemple au fait de pré-industrialiser au sein d'une autre entreprise. Il y a des entreprises comme Seb, Bosch et d'autres qui offrent cette possibilité aux startups de le faire chez eux. Mais ça peut être aussi le fait de s'appuyer sur d'autres acteurs qui disposent des moyens de production, comme les centres techniques industriels, les plateformes technologiques, etc. Effectivement, on a une base industrielle assez forte en France et il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez justement faire cette première industrialisation. Je vais citer un exemple. Hein. On travaille pour Wind My Roof, donc ce sont des éoliennes de toit pour apporter de l'énergie et décarboner les bâtiments et les bâtiments industriels. Et au départ, ils nous ont sollicité pour une étude de leurs produits et le rendre fabricable à moindre coût. D'accord ? Et puis, il a fallu lancer des pré-séries. Sauf que leur projet de première usine, ça demande du temps. Et il s'est avéré que nous, on avait des capacités de leur construire leurs premières éoliennes. Donc, on en a fabriqué une vingtaine à ce jour dans notre atelier à Saint-Nazaire, puisqu'on fabrique des composants d'aérostructure. Et les compétences que l'on a nous permettaient de les réaliser. Donc voilà, c'est de l'échange. On partage et on aide la start-up en fait, à avancer dans son projet tout en allant capter ses investissements. Donc là, je donne cet exemple, mais il y en a d'autres. On l'a fait aussi pour Mikajaki. Donc, c'est une machine qui automatise un diagnostic ophtalmique. Voilà. Et donc là, idem. Ils avaient besoin de premiers protos. Je crois qu'on en a réalisé une dizaine, voire plus. Et là, idem, dans la même situation, besoin de mettre en opération auprès des futurs investisseurs quelque chose de concret, et puis de convaincre, obtenir des financements et pouvoir avancer dans la démarche. Donc ça, c'est 2 exemples que je peux donner, où au départ, on part sur un besoin, on va dire, produit, et puis petit à petit, on dérive sur de l'aide sur la partie pré-série. Voilà. Philippe, tu as d'autres illustrations à nous donner ? Oui, alors ce qui est important, effectivement, c'est de s'appuyer sur l'écosystème. Mais aussi bien, Olivier, que chez nous, et vous aussi probablement êtes déjà en relation avec le réseau. Mais l'idée, chacun a ses forces. On va prendre l'exemple, nous on a développé par exemple des motoneiges électriques, pour ne pas les citer, Moonbike. Nous avons fait effectivement toute cette phase de prototypage, de pré-série, enfin d'industrialisation, de pré-série. On a fait une 50aine de motoneiges. Et puis après, au moment de passer sur la phase de production en série, nous, Michelin, on vit de la fabrication de nos pneus. On n'a pas vocation à fabriquer en grande série ces équipements. Eh bien, on est allé chercher dans l'écosystème, et vous parliez de Bosch, on s'est appuyé sur les équipes de Bosch qui ont pris le relais du dossier technique, d'un dossier technique qui était ficelé, et qui leur ont permis derrière de pouvoir prendre le relais sur la montée en puissance en production de ces équipements-là. Donc aujourd'hui, dans cet écosystème d'innovation, il existe tout un tas de compétences et c'est en groupe qu'on arrive à tirer le meilleur profit du développement de son activité. Chacun a ses forces, et c'est vraiment ça, c'est d'arriver à trouver quel est le meilleur équilibre chez chacun des industriels, mais avec à la clé le fait de bien garder cette vision globale. Pourquoi ? Parce que cette vision globale, chez les industriels, vous avez cette vision globale de la gestion du projet, et vous avez aussi cette notion de maîtrise des risques. Et ça, c'est important quand on développe des projets industriels. Je rebondis sur l'anecdote de Florence. Dans une phase d'industrialisation, vous passez normalement toujours par une analyse des risques, et notamment des risques environnementaux. Et peut-être qu'au moment de cette industrialisation, il y avait peut-être ce point-là à prendre en compte. Et il y a des gens qui sont très, très qualifiés pour faire ce genre de questions. Donc c'est vraiment s'appuyer sur l'écosystème complet d'innovation. Je disais en introduction que ces startups industrielles, elles partent à l'origine d'une page blanche et qu'elles avaient la particularité d'être green native, c'est-à-dire qu'elles intègrent nativement les considérations écologiques et environnementales dans leur feuille de route industrielle. C'est le cas à travers la sobriété énergétique des bâtiments, c'est le cas sur la circularité,
l'écologie industrielle territoriale également, ou encore en travaillant sur une architecture qui se fond au mieux dans un environnement, y compris sur le plan esthétique. Est-ce que c'est une réelle spécificité que vous constatez vous-même? Et à votre avis, est-ce que c'est de nature à améliorer l'image de l'industrie en France et son acceptabilité sociale dans les territoires? Parce qu'on voit que certains projets sont abandonnés parce que tout le monde tout le monde est d'accord pour la réindustrialisation, mais quand ça prend la forme d'une usine à côté de chez soi, là c'est un peu moins le cas. Comment vous voyez tout ça? Alors, sur ce sujet, de toute façon, il faut y aller. Enfin, on va dire, il faut qu'on avance dans la décarbonation. Et j'ajoute aussi que certains produits innovants sont liés à la décarbonation. Donc, je vais prendre l'exemple de Wind My Roof, l'éolienne de toit. Son produit est marketé décarboné, donc il a besoin, en plus que son unité de production, son organisation, son écosystème d'approvisionnement de pièces, soit pertinent d'un point de vue décarbonation. Donc il a décidé de créer son unité sur la région Loire-Atlantique et que donc il fallait sourcer des fournisseurs autour de cette région pour des problèmes forcément de bilan carbone et d'émissions de CO2 sur la logistique d'appro des pièces. Donc je donne cet exemple. Donc c'est pour dire que pas mal de sociétés et de start-up sont déjà quelque part marketées sur ce scope-là. Donc, il faut d'autant plus qu'ils répondent à une performance en termes de bilan carbone et puis aussi chercher des solutions. Donc, trouver des solutions. Il y a des sociétés spécialisées pour proposer des solutions innovantes sur l'apport d'énergie, sur les procédés aussi, sur les matériaux et la recyclabilité. Créer aussi de l'économie circulaire sur son produit. Mais oui, c'est un travail à coordonner. Et c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer parce que les investisseurs aussi portent un regard attentif à ce point-là. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, il y a une évolution des critères de recherche quand on part sur une phase d'industrialisation. C'est-à-dire qu'à la base, cette phase d'industrialisation qui a pour objectif de réduire le coût de revient industriel, donc on travaillait sur 3 axes qui étaient l'aspect qualité, coût, délai. Eh bien aujourd'hui, systématiquement, on a ajouté un 4e axe qui est l'axe environnemental. Ça, c'est important parce que c'est aussi un critère qui va permettre de pouvoir envisager le futur industriel et passer d'un produit qui sera... c'est à prendre en compte en tous les cas sur l'industrialisation du produit, mais aussi sur l'industrialisation du process. Et ça, c'est effectivement quelque chose. Déjà dans l'ADN des porteurs de projets, aujourd'hui, la plupart des porteurs de projets ont cet ADN un peu green. C'est aussi un moyen pour ceux qui ne l'auraient pas quand même d'aller chercher des subventions. Il y a pas mal de subventions qui sont associées à cette dimension green. Et puis effectivement, pour l'acceptation sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est vraiment un paramètre aujourd'hui à ne pas négliger dans tout le développement du projet. Et Marine, Florence, comment vous avez pris en compte dans vos feuilles de route industrielles ces aspects écologiques et environnementaux? Alors déjà, c'est très important parce que même au niveau du recrutement, ça se ressent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les programmes scolaires ont changé. Il y a l'aspect écologique qui est entré dans tous les programmes scolaires de tous les établissements de France en tout cas. Et dans les questions, on le ressent dans les questions des candidats, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'écologie? Alors heureusement déjà nous, on a cette vocation déjà juste au niveau de notre produit, puisqu'on peut, ce qu'on propose, c'est d'économiser 2 millions de tonnes de CO2 en 5 ans de commercialisation dans l'aéronautique. Mais ça, c'est lié au produit. Et à côté, il y a effectivement, on va implanter une usine. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que ce soit fait de manière aussi écologique? Et là où on a quand même de la chance, vu qu'on fait des batteries, c'est qu'on est en train de réfléchir, parce que je sais qu'il y a d'autres fabricants de batteries qui le font aussi, à créer des murs en fait de batteries
interne en fait à l'entreprise. Et nous, comme on fait beaucoup de tests sur les batteries de charge, décharge, etc., aujourd'hui, en fait, on gaspille l'énergie en faisant ça, alors que si on se crée un mur de batterie, eh bien, on ne le gaspillerait pas, on pourrait récupérer l'énergie pour pouvoir ne pas le renvoyer dans le réseau tout de suite et le réutiliser plutôt que de le gaspiller bêtement, quoi. Donc, c'est vrai qu'on prend en compte tout ça. Et après, au niveau du produit en lui-même, on essaie de voir aussi au niveau éco-conception et cycle de vie, comment on peut faire pour du coup gérer la durée de vie entière du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend une batterie. Une fois qu'elle est plus bonne pour l'aéronautique, elle peut encore être réutilisée, par exemple, dans le stationnaire, donc reconditionnement. On a pris contact avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans d'ailleurs. Et à la fin, recyclage. Et donc, pour pouvoir gérer ça, on est en train de réfléchir à un système, un nouveau modèle économique qui nous permettra justement de suivre notre produit de A à Z et de ne jamais le perdre en fait chez le client, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un aspect important. Et c'est même primordial aujourd'hui par rapport aux conditions climatiques que tout le monde connaît actuellement. Et aussi pour permettre le recrutement. Parce que clairement, aujourd'hui, on ne peut plus recruter si on n'a pas cet aspect-là. Enfin, peut plus. Peut-être que si, mais en tout cas, nous, on le remarque de notre côté. Ça devient très important pour les candidats. Oui, juste peut-être pour compléter, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment. En effet, ça se ressent beaucoup dans le recrutement et c'est bien sûr quelque chose de très important et c'est normal. Nous, je dirais qu'alors, la techno en tant que telle, le produit déjà de lui-même est par nature très peu consommateur en énergie. Alors, je sais que parfois c'est contre-intuitif parce qu'on imagine ordinateur quantique très consommateur. C'est pas du tout le cas et encore plus ou encore moins avec les ordinateurs quantiques photoniques qui, pour donner à titre d'exemple, nous là les derniers qui sortent de production, donc pour vous dire à peu près à quoi ça ressemble, nous c'est rackable, donc c'est à peu près comme une armoire d'1,80 m sur 90 cm. Et ça, c'est l'équivalent de 3 kW à peu près, donc c'est très peu consommateur. Par ailleurs, c'est une techno qui est modulaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais également par nature, on va dire, parce que c'est les principes de la photonique, de l'optique. Donc, qui est modulaire et facilement upgradable, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de composants qu'on peut réutiliser. On n'est pas toujours obligé de repartir à zéro. Donc, quand tu parlais du cycle aussi de vie du produit, c'est des données qui sont importantes. Et après, juste peut-être plus sur la localisation, quand on fait le choix de l'implantation pour une usine, c'est vrai que nous, il y avait aussi une logique, je l'ai déjà dit, mais d'écosystème d'un point de vue territorial. Nos sources, elles sont de toute façon produites sur le plateau de Saclay. Donc, ça limite aussi d'autres types d'empreintes carbone. Et de toute façon, la majorité quand même de nos fournisseurs sont également en Europe. Donc ça fait aussi sens à cet égard également de choisir Massy. J'ai parlé d'écologie industrielle territoriale et tout à l'heure vous avez parlé, plusieurs d'entre vous avez parlé de foncier, d'implantation géographique. Et comment vous voyez ce lien? Parce que l'écologie industrielle et territoriale, le fait de s'implanter au milieu d'un écosystème d'entreprise pour récupérer de la chaleur, des déchets. Les déchets des uns peuvent être la matière première des autres, etc. On dit aussi en France qu'on manque de foncier pour l'industrie, qu'il y a une tension sur le foncier avec d'autres usages. Comment vous voyez cette question du foncier pour les premières usines? Rapide, parce qu'après on passe la parole à la salle. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de territoires qui vont accompagner le développement de nouvelles usines et qui vont, quand je dis accompagner, c'est accompagner d'un point de vue méthodologique et même financièrement sur le développement de nouvelles usines. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il existe effectivement un certain nombre d'acteurs qui permettent de faire évoluer les projets. Je pense
chez nous, par exemple, chez Michelin, on est en train de mettre à disposition de la rénovation du parc Cataroux. C'est 100 000 mètres, 100 000 mètres carrés qui vont être transformés en pôle d'innovation pour pouvoir faire évoluer les projets du stade, par exemple, du proto, un démonstrateur industriel. Donc ça, on n'est plus dans la région parisienne, on est OK sur la région de Clermont, mais ça permet d'avoir un peu d'espace, un peu de foncier mis à disposition avant que ces démonstrateurs industriels, une fois validés, puissent se développer dans les territoires. Donc il existe un certain nombre, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des solutions à offrir de ce type-là, mais il existe un certain nombre de solutions qui permettent de faire monter en puissance ces premières usines. Et puis après, c'est s'appuyer vraiment sur les territoires et sur les acteurs, sur les institutions qui vous aideront à trouver les bons endroits et les bonnes sources de financement pour cela. Par exemple, il y a Investin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tous les réseaux Investin, Toulouse par exemple, Investin Paris ou autres. Nous, on est passé par eux en fait pour trouver l'implantation. C'est vrai qu'ils nous ont implantés à la fois à Toulouse, à la fois à Grenoble. Et bon, Paris, il n'y avait pas besoin, mais eux peuvent vraiment aider à ce niveau-là. Les régions, bien sûr, aussi. J'ajoute qu'il y a beaucoup d'industries aussi qui se transforment aujourd'hui. De par la transition énergétique, ça touche notamment les sites industriels automobiles ou les équipementiers automobiles qui sont liés à cette transition. Philippe, tu as cité Michelin, mais il y a aussi par exemple la Refactory Flin qui accueille aujourd'hui potentiellement des startups. Il y a aussi d'autres acteurs comme équipementiers auto qui cherchent à transformer. Donc ça rejoint ce qui a été dit. Il faut surtout activer votre réseau via les instituts régionaux qui vont de toute façon vous mettre en relation avec ces différentes possibilités. Et des fois, il y a des choses possibles au niveau de l'infrastructure déjà existante. Donc en plus, ça peut vous amener une performance rapide de mise en route. Après, bien sûr, il faut aussi ne pas tomber dans quelque chose de trop compliqué non plus, où la transformation du site existant ou des compétences peut être trop compliquée. Donc voilà, il ne faut pas aussi hésiter à prendre conseil sur ce type d'opération. Mais voilà, il faut se dire qu'en France, il y a des disponibilités d'infrastructures industrielles et il y a du soutien financier qui est possible. Il faut activer les sollicitations très rapidement, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Voilà, une première question. Alors, nous, on vous entend. Tantôt prod. Alors, c'est une bonne question. Les seules limites qu'on se fixe, nous n'irons pas accompagner des projets qui ne sont pas en phase avec les valeurs du groupe. Donc après, on peut accompagner des projets dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la green tech, du médical, dans différents domaines. Mais je vais vous donner quelques exemples. On a été abordé par des gens qui voulaient faire des satellites, on n'y est pas allé. Des gens qui voulaient industrialiser des machines pour faire des cigarettes, on n'y est pas allé. On essaye de rester d'accompagner des projets qui sont en phase avec les veines du groupe, c'est-à-dire People, Profit, Planet. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on va regarder en premier avant de dire go, no go. Mais le champ est quand même très ouvert, dans la limite de nos compétences, bien sûr. C'est-à-dire que par essence, le groupe Michelin est plus orienté sur l'aspect industriel. Si vous venez nous voir pour développer des projets à dominante soft, on ne sera peut-être pas les plus pertinents. Donc voilà, c'est ce type de jeu. Non,
Non, c'est vraiment un accompagnement méthodologique. Il n'y a pas de vocation à investir dans les parts. Et la première chose que l'on fait, c'est vraiment signer des NDA pour vous assurer que l'API reste chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Bonjour, merci à tous. Ma question est pour Marine. Tout à l'heure, vous parliez de l'enjeu d'isoler la R&D et l'industrialisation pour avoir plus de visibilité. Est-ce que vous pouvez m'illustrer ça? Et est-ce qu'on ne perd pas en fluidité? Voilà, merci. Alors, disons que ce que je voulais dire, c'est que s'il y a vraiment un objectif de produire plus pour effectivement vendre à des clients concrets, donc donner des accès à des clients, c'est important de pouvoir séparer la R&D de la production parce que c'est pas les mêmes comment dire, façons de fonctionner et c'est normal. C'est ce qui fait en fait que les deux côtés fonctionnent bien, mais mieux séparément. La R&D, ça permet de tenter des choses beaucoup plus expérimentales pour trouver des nouvelles façons, des nouvelles voies pour progresser d'un point de vue purement techno. Là où c'est important de pouvoir séparer à un moment la production, c'est qu'il y a ce besoin concret de produire et de pouvoir produire dans un certain délai aussi. Donc ça demande de pouvoir industrialiser certains process. Quand je dis industrialiser, encore une fois, il faut remettre dans le contexte qu'on parle d'ordinateurs quantiques, donc on ne va pas en produire 1000 à la chaîne de la même façon. Mais ça permet de réduire considérablement les délais de production et donc de pouvoir répondre dans un meilleur délai et en mettant en place des vrais contrôles qualité qui sont vraiment liés à ce qu'on fait dans des usines qui du coup vont permettre de livrer des machines adaptées à des clients. Là où, par exemple, en R&D, si on teste de nouvelles choses, on peut se permettre d'avoir un ordinateur quantique en version, nous on va appeler en version éclatée. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de le mettre dans un rack, de le mettre de manière à ce qu'il puisse être livré à un client. On peut tester plusieurs choses de manière beaucoup plus déconstruite. Alors c'est très bien d'un point de vue recherche et développement, ça permet de tester, mais ce n'est pas le plus adapté à une vision client. Ça répond. Merci. Merci pour l'échange. Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement de start-up sur plusieurs aspects, prototypage ou mettre à disposition vos labos au sein de start-up. Donc c'est clair vis-à-vis des start-up, donc ils seront accompagnés et vous avez cité des exemples, que ce soit pour Ségula ou pour Michelin. Qu'est-ce que vous attendez, vous, par rapport aux start-up? C'est-à-dire les start-up attendent de vous que vous allez les accompagner, mais en contrepartie, de l'autre sens, qu'est-ce que vous attendez des start-up? Aujourd'hui, en fait, Ségula, son sens, c'est apporter ses clients des solutions en ingénierie, en technicité. Donc, la start-up, elle a quelque part, elle répond à notre devoir d'entreprise. Elle répond à ça. Mais si je veux ajouter quelque chose, c'est nos équipes travaillent surtout pour des grands comptes en majorité, dans tous les secteurs industriels, aéro, auto, énergie, naval. Et de travailler pour ces startups, ça les enrichit aussi en quelque part à voir quelque chose de différent, une dynamique aussi différente, parce que les startups apporte plutôt un état d'esprit, une façon de faire qui est encore différente et ça enrichit en fait indirectement nos ingénieurs et nos techniciens, quoi. Donc c'est quelque chose de positif en tout cas pour nos équipes Ségula. Je me permets de rajouter quelque chose. Pour nous, chez Michelin, on apprend beaucoup des startups qu'on accompagne, notamment sur la notion d'agilité. Un grand groupe est beaucoup moins agile qu'une start-up. Alors, on va apporter la méthode à la start-up, mais la start-up nous renvoie quand même pas mal de leçons sur le domaine de l'agilité. L'intérêt qu'on va trouver aussi à accompagner des start-up, c'est sur l'attractivité de l'ingénierie du groupe. Nous, quand on va à la sortie des écoles d'ingénieurs et puis qu'on dit aux jeunes, écoutez, venez travailler dans le pneu, vous allez travailler dans le noir de carbone toute votre vie, ça ne les fait pas rêver.
Quand on commence à leur dire, bah, écoutez, en même temps qu'on travaille dans le pneu, on peut travailler, accompagner des gens qui développent des robots, des gens qui développent des ailes de bateau, des gens qui développent des ordinateurs, des batteries. Là, on voit déjà un peu plus d'intérêt et ça sert l'attractivité de l'ingénierie du groupe. Donc il y a différents, et puis c'est la montée en compétences, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas tout connaître. On a la méthodologie, mais par moment, il faut quand même aller se creuser la tête sur des sujets qui permettent à nos équipes d'ingénierie de monter en compétences. Donc voilà ce qu'on va aussi chercher auprès des startups qu'on accompagne. Oui. Dans les startups que vous rencontrez. Des fondateurs, C'est extrêmement varié. C'est vraiment hommes, femmes, de 20 à beaucoup plus, de gens qui sont en conversion, des gens qui ont eu une idée, des gens qui ont un profil plutôt technique, d'autres qui ont un profil plutôt business, et puis qui veulent se lancer dans cette grande aventure. Hein. Donc, les profils de créateurs aujourd'hui sont des profils qui sont extrêmement variés. Et c'est là où chaque industriel qui accompagne une start-up va essayer de définir avec le porteur de projet quelle est sa compétence première et de quoi il a besoin pour pouvoir avancer en fonction de ses compétences propres. Mais les profils sont très variés. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on arrête là. Et merci beaucoup pour votre attention.